Je m'appelle Audrey Bourrolo, j'ai 43 ans et ça fait presque plus de 20 ans maintenant que je travaille pour des produits à sentiment, le vin, l'agriculture en lien avec une chance incroyable, c'est nos terroirs. Et je l'ai fait dans le secteur privé, dans le secteur syndical, dans le secteur politique. Et l'aboutissement de tout ça, vers mes 40 ans, c'était de créer un projet qui s'appelle Hectare pour attirer des talents, pour reprendre des fermes, pour faire la transition et pour être des entrepreneurs de talent. Pour parler des imaginaires, moi j'aime bien faire un pas de côté et regarder ce que les arts nous disent en fait, nous racontent des agriculteurs. Et on a fait ce travail depuis la Renaissance jusqu'à l'heure actuelle, donc sur plus de 500 ans. Et on a regardé un peu les imaginaires et en fait il y a toujours le même moteur narratif qui est celui en fait du visage traditionnel, souvent centré autour de la famille, associé à beaucoup de labeur, et celui de la modernité qui arrive dans beaucoup d'œuvres avec des nouvelles pratiques. Et cette tension narrative, elle est constante. Dans les peintures, on le retrouve dans les romans, dans les derniers films qu'on a pu voir, où finalement on n'arriverait pas à réconcilier tradition et modernité et nouveaux entrants. C'est ce qu'on a pu remarquer dans des imaginaires. Et puis aussi peut-être, on appelle ça le serviteur trahi, justement cette tradition, ce modèle familial qui a façonné notre histoire agricole, finalement aujourd'hui se retrouve face à un mur de reproches, comme quoi ils auraient dégradé les sols, peu fait part à l'environnement, et donc ils se sont un peu esseulés face à ce que on lui reproche d'un point de vue de société, alors qu'il a pourtant toujours été, l'agriculteur, un acteur de l'innovation, un acteur de toutes les transitions qu'on lui a demandées. Et donc il y a un peu cette blessure, cette crise sociale qui est très forte aujourd'hui dans notre société et qui était une grande part finalement au cœur des dernières crises agricoles que nous avons eues. Et moi je crois que face à cela, on a plein de solutions pour réconcilier ces deux imaginaires. En fait, notre histoire agricole, elle s'est toujours constituée plutôt autour de la famille. On avait des fermes d'exploitation familiale avec un mode de vie associé, une cellule de travail qui est organisée autour de la famille. Et aujourd'hui, on a un grand bouleversement. Bien sûr qu'il y a une transition environnementale, un défi climatique, mais je crois qu'il y a avant tout une transition sociale. Aujourd'hui, on n'a plus que 18% d'exploitants qui travaillent encore en famille. On a l'arrivée de nouveaux entrants. D'ailleurs, c'est assez symptomatique. On les appelle les NIMA, les non issus du milieu agricole. Je ne connais pas un autre secteur qui nomme les gens qui n'en sont pas. Je ne connais pas les non issus du milieu du bâtiment ou de l'architecture. Donc ça montre ce point central de la famille qui était là dans notre histoire. Et aujourd'hui, en fait, on passe d'un mode de vie, d'une entreprise familiale à une entreprise avec des nouveaux entrants, avec des nouveaux modèles de transition économique à construire qui doivent cocher l'environnement, des modèles liés à la nourriture, à la façon de se nourrir, mais aussi peut-être demain à produire des énergies sur nos fermes. Et ce qu'on voit, c'est deux grands façons d'organiser nos fermes. On a un recours de plus en plus à la délégation de travaux, c'est-à-dire que la terre reste dans les mains de familles, mais certains enfants, même d'agriculteurs, décident d'aller faire leur vie ailleurs et de sous-traiter, de déléguer une part des travaux de leur ferme à un agriculteur voisin, à une entreprise. Sur les céréales, en France, c'est une ferme sur 10 qui a recours déjà à la sous-traitance. Et à côté de ça, on a des entrepreneurs qui reviennent avec leurs méthodes, pas toujours issues du secteur, et qui vont appréhender l'exploitation, la ferme, comme une entreprise. Et donc, ils vont y avoir les mêmes codes, si je puis dire. Comment on s'organise sur le travail, comment créer de la valeur ajoutée, comment on attire des salariés. On a des emplois à pourvoir sur nos fermes. Et c'est plutôt des fermes de territoire à haute valeur sociale qu'on doit reconcevoir. Mais moi, je vis ça, en fait, cette conciliation, ces deux voies de l'agriculture, je pense qu'il faut les voir de manière très apaisée. Dans tous les secteurs, on a des petits commerçants, la grande distribution, on a des modèles d'artisanat, des modèles plus industriels. C'est la même chose dans l'agriculture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, au centre de tout ça, il y a des hommes et des femmes qui doivent entreprendre en étant épanouis, en vivant de leur métier,
en étant des acteurs de la transition et de l'environnement et en choisissant leur mode d'organisation au travail. Et je crois qu'aujourd'hui, certains vont le faire avec des codes différents, certains vont être des low-tech agronomes parce que le vivant doit être au cœur de tout ça, d'autres vont le faire avec de l'innovation. On voit sur des tâches pénibles, répétitives, que la robotique peut arriver, on voit l'arrivée de l'intelligence artificielle, parce qu'on a un métier de grande oralité. Si je reviens à ce que j'ai pu dire au début, le mode de vie, la famille faisait une grande transmission orale. Aujourd'hui, si vous passez à une entreprise avec des salariés, il va falloir transmettre ce savoir et le faire peut-être avec des codes qui sont ceux de tous les autres secteurs. Voilà, moi je dis souvent, ne pas choisir à la place de celles et ceux qui s'installent en agriculture, les accompagner et leur demander de prendre soin peut-être de notre bien commun qui est notre sol. Quand je regarde notre pays, la France, la moitié de la surface de notre pays, ce sont des terres agricoles. Et faisons confiance à ces entrepreneurs, quels qu'ils soient, pour être des acteurs de la transition, parce que dans nos sols, on peut stocker du carbone, on peut nourrir, on peut trouver des matériaux pour faire des bâtiments biosourcés, pour se vêtir. Donc c'est une chance incroyable. Et pour finir, l'Europe reste la première puissance agricole du monde. Donc moi, j'y vois une grande source d'optimisme pour attirer des talents. L'Europe reste, comme un peu la France, un modèle plutôt de ferme à échelle et on doit se comparer finalement à des géants. Quand on voit la taille des fermes aux États-Unis, au Brésil, on voit qu'on n'a pas les mêmes atouts finalement d'aller écraser des coûts par des fermes beaucoup plus grandes à taille critique. Et donc nous, on doit jouer une autre carte, qui est celle d'une Europe, d'une agriculture qui atteint des objectifs de décarbonation, qui va prendre soin des femmes et des hommes qui y travaillent. Donc je crois que l'Europe a encore une carte à jouer. Et puis on voit aussi des pays arriver comme l'Inde, avec des plus petites exploitations, souvent individuelles, souvent aussi menées par des femmes. On voit que des bouleversements sont aussi en train d'arriver dans ces pays-là, mais tous ces pays ont remis quand même l'agriculture au cœur de leur stratégie politique. Et c'est vrai que c'est important aussi de voir l'agriculture comme un grand secteur qui peut et qui va être au cœur de tensions géopolitiques. C'est déjà le cas, ça sera de plus en plus le cas. Les chocs climatiques, les chocs migratoires vont nous inviter à repenser aussi cette agriculture comme un actif un peu plus stratège. Je pense que l'agriculture dans toutes les zones du monde peut être une chance. Et souvent, on parle de l'agriculture sur sa partie dans les champs. Mais je crois que pour arriver à développer des agriculteurs ou des agricultrices, il faut surtout penser au maillon d'après. Un agriculteur, ce qu'il produit dans les champs, très rarement, il va tout vendre, tout commercialiser, c'est encore un autre métier. Dans tous les pays du monde, on voit que souvent, les modèles qui réussissent, c'est quand on a installé un maillon de la transformation à proximité de l'agriculteur. On l'a dans tous les pays, ces projets alimentaires territoriaux doivent permettre aussi de pouvoir réancrer cette agriculture dans des territoires et de lui permettre d'aller jusqu'au bout de sa création de valeur, d'être transformée, d'être commercialisée. Et on le voit, tout ne peut pas reposer sur les épaules des agriculteurs. Donc il faut aussi des maillons plus industriels, plus coopératifs, plus collectifs sur ce maillon d'après pour engager cette transition. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des lycées agricoles qui arrivent à attirer, et ça c'est une grande chance, on a un très bon enseignement agricole en France. Il attire en plus des personnes finalement qui ne sont plus issues des familles agricoles. Dans les années 90, il y avait à peu près encore plus d'un tiers des effectifs qui étaient des enfants d'agriculteurs. Aujourd'hui, c'est plus que 9%. Donc on va avoir une nouvelle génération qui va sortir de ces lycées agricoles, qui seront aussi non issus du milieu, qui arrivent avec leur regard, leur jeunesse, leur code. Et je pense qu'il va falloir s'adapter en tant qu'employeur. Aujourd'hui, quand vous avez une ferme, vous êtes un employeur de votre territoire. Et là, il faut que les chefs d'exploitation se mettent au standard d'emploi des autres acteurs du territoire. Et on a beaucoup à progresser sur cette jambe sociale. Comment on attire ? Qu'est-ce qu'on offre pour venir en mobilité dans nos fermes qui sont souvent dans des territoires ruraux ? Comment on peut aider sur un accompagnement à l'hébergement, à la mobilité ? Donc effectivement, le grand défi des agriculteurs aujourd'hui, en France, mais hier j'étais avec un agriculteur suédois, il a les mêmes défis, c'est comment on devient des employeurs en embrassant tout le package, si je puis dire, de ce que ça représente. Attirer des jeunes,
bien les accueillir dans nos fermes, les faire grandir, c'est quoi le plan de carrière. Puis aussi accepter quelque chose qui dérange un peu le milieu agricole, c'est que nous, on accompagne des porteurs de projets qui pensent carrière. Comment je peux entrer, sortir dans le secteur agricole, faire 10 ans peut-être de ma vie, mais c'est plus l'installation comme on l'entendait pour toute une vie. Et là, il faut recréer les mécanismes aussi financiers d'accompagnement. Donc il y a tout à recréer et j'y vois une source de grande opportunité pour ce secteur. Quant à comment on s'installe, quelle filière, vers quelle production aller, c'est très lié à votre bassin de production. On est lié à des terroirs, à ce que nous donnent les sols, quels sont les contextes climatiques. Et effectivement, on voit que dans la robustesse des exploitations, certaines cherchent à diversifier leur culture, à aller vers des productions à valeur ajoutée. Et aujourd'hui, il n'y a pas un modèle, une voie clé, c'est vraiment se dire finalement, dans mon territoire, qu'est-ce que je peux apporter comme valeur ? Est-ce qu'il y a des outils industriels proches de mon exploitation ? Parce qu'on l'oublie souvent, nous sommes des producteurs de matières brutes. Et derrière, il faut, quand on fait du grain, quand on veut se diversifier vers de la légumineuse, des personnes qui fassent la collecte, qui fassent le triage, l'ensachage, et c'est un autre métier. Et souvent, à l'échelle d'une seule ferme, on ne peut pas faire tous ces métiers parce que c'est des investissements très lourds. Et donc, il y a la force du collectif, la force d'outils de territoire qui peuvent accompagner le développement de ces filières à haute valeur ajoutée. Si on demande aux agriculteurs de faire bien, et ce qui a été le cas de la bio, de nous demander de nous engager, eh bien on voit qu'après il y a une responsabilité des consommateurs. Aujourd'hui, malheureusement, les consommateurs n'ont pas suivi. Faire de la bio dans les champs, ça coûtait plus cher. Faire demain de l'agriculture régénératrice pour régénérer nos sols, stocker du carbone, ça coûtera plus cher. Et donc, on ne peut pas agir seul et il y a une responsabilité collective du juste prix qu'on veut donner à notre alimentation. Aujourd'hui, c'est un budget qui est toujours rogné, c'est à peu près plus que 10 à 13% de dépenses d'un ménage en France. Et donc, réinvestir l'alimentation ne peut se faire que si les consommateurs sont prêts aussi à s'engager, à choisir l'origine de leurs produits, à accepter qu'effectivement, quand on demande aux agriculteurs d'avoir des meilleures pratiques, ça coûtera forcément un petit peu plus cher, mais on parle souvent de quelques centimes. Et c'est aussi la soutenabilité de territoire, de préserver cette agriculture de haute valeur environnementale et sociale. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre d'études qui pointent du doigt que si on payait le vrai coût, la vraie valeur de notre alimentation, c'est-à-dire une alimentation qui restaure les sols, qui rémunère les agriculteurs, il faudra accepter une hausse qui pour le moment est jugée non soutenable pour les consommateurs puisqu'il faudrait multiplier par 2 le coût de notre alimentation. Et donc on voit bien qu'on est dans cette tension permanente d'exiger, et c'est bien normal que les agriculteurs prennent soin de leur sol, mais en même temps, il faut qu'il y ait une capacité de toute la chaîne de valeur de répartir plus équitablement ce surcoût parce que les agriculteurs ne pourront pas le faire seuls. Donc il faut que le maillon d'après, logistique industrielle, distribution, prenne une petite part de ça et que les consommateurs aussi consentent à payer leur alimentation un peu plus cher. C'est difficile de dresser un portrait type, puisqu'on l'a vu, il sera pluriel, hybride, parce que demain, les fermes ne vont pas se ressembler. On peut avoir effectivement des fermes de plus grande taille qui vont rester sur des marchés internationaux, des fermes de petite taille qui vont créer de la valeur dans les territoires, certaines qui vont produire de l'énergie, d'autres qui vont faire de l'agrotourisme. Donc je crois que justement, il faut sortir des cases et se dire que c'est la même chose si vous m'aviez dit, est-ce que vous êtes capable de me donner le portrait type d'un entrepreneur ? J'aurais eu beaucoup de mal. Il aura des qualités, mais chacun va entreprendre à sa manière. Et c'est vraiment le message que je veux passer. Il n'y a pas une façon d'entreprendre dans le secteur agricole. Il faut justement qu'on sorte des anciens imaginaires et qu'on s'ouvre à voir tous les potentiels que nous avons. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y aura des femmes, parce que c'est aussi quelque chose qui me tient énormément à cœur aujourd'hui. On a 25% de femmes en France qui sont des chefs d'exploitation. Dans le monde, il y a aussi une grande féminisation de l'agriculture et il faut, comme dans toutes les transitions, aussi penser à comment on les accompagne dans cet entrepreneuriat du vivant.